Dans le film M le maudit de Fritz Lang, on assiste à une véritable parodie de justice. Un tribunal clandestin composé de criminels prétend juger un tueur d'enfants au nom des victimes. Se présentant comme les relais de leur souffrance, il réclame sa mise à mort. Lorsque l'accusé affirme avoir agi sous l'emprise de la folie, découvrant lui-même ses crimes en lisant les journaux, son avocat plaide l'irresponsabilité et demande son internement. Mais la foule refuse d'entendre. Elle veut punir. Le procès dégénère alors en tentative de lynchage, interrompu par l'intervention de la police. La justice institutionnelle reprend finalement le relais. Pourtant, loin de clore le problème, la dernière scène laisse subsister un malaise. Rien ne rendra leurs enfants aux mères. Ainsi, ni la vengeance populaire, ni la justice légale ne semblent capables de répondre pleinement au mal commis. Punir suffit-il vraiment à rendre justice ? On associe souvent la justice à la punition. Selon une conception dite rétributive, il est juste que celui qui a fait le mal subisse à son tour un mal proportionné. Mais une telle idée soulève immédiatement une difficulté. Qui doit punir ? Et selon quelle mesure ? Si l'on confie à la victime le soin de décider de la peine, on risque de tomber dans la vengeance. Celle-ci ne repose pas sur une évaluation objective de l'acte, mais sur l'intensité de la souffrance éprouvée, qui peut conduire à des excès. C'est précisément pour limiter cette démesure qu'apparaît, dans le code de Hammurabi, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Loin d'encourager la violence, elle vise à en fixer une limite, en imposant une proportion entre le tort et la peine. Mais cette solution reste fragile. Comment s'assurer que la victime respecte cette mesure ? C'est pourquoi la justice suppose l'intervention d'un tiers. En confiant la décision à un juge, on espère substituer à la passion une évaluation rationnelle et impartiale. Encore faut-il que ce juge soit indépendant, c'est-à-dire soustrait aux relations d'intérêt et aux pressions sociales, afin de juger selon la seule loi. La figure de la justice aux yeux bandés symbolise cette exigence. Elle ne doit pas voir les personnes, mais seulement les faits. Cependant, cette impartialité a un prix. En se détachant des individus, la justice risque de devenir abstraite, indifférente à la singularité des situations. Elle peut alors apparaître comme une machine qui applique des règles sans réellement répondre à la souffrance vécue. Dès lors, une question se pose. En se limitant à punir, la justice ne se contente-t-elle pas d'ajouter de la souffrance à la souffrance, sans réparer le tort initial ? C'est dans ce contexte qu'ont émergé des conceptions alternatives de la justice, qui déplacent l'attention de la punition vers la réparation. La justice restaurative vise ainsi à réparer les conséquences d'une infraction en rétablissant autant que possible les relations entre les personnes affectées. Le crime n'y est plus compris d'abord comme une violation de la loi, mais comme un tort causé à des individus. Il s'agit alors de reconnaître ce tort, d'en comprendre les effets et d'y répondre concrètement. L'auteur est invité à assumer ses actes et à participer à leur réparation, tandis que la victime peut exprimer ce qu'elle a subi. Ce processus, souvent fondé sur la médiation, cherche moins à punir qu'à restaurer, réparer les dommages, apaiser les relations, rendre possible une coexistence au sein de la communauté où les faits ont été commis. Mais une telle approche suppose des conditions exigeantes. Que les faits soient reconnus, que les parties acceptent de dialoguer et que la réparation soit envisageable, ce qui est loin d'être toujours le cas. Un autre modèle, plus radical, est celui de la justice transformatrice. Il ne s'agit plus seulement de réparer un tort, mais de comprendre pourquoi il a été possible. Le crime y est interprété comme l'expression de conditions sociales plus larges, inégalités, rapports de domination, violences institutionnelles. Dès lors, rendre justice ne consiste pas seulement à traiter un acte isolé, mais à transformer les structures qui l'ont rendu possible. Cette perspective conduit souvent à une critique des institutions judiciaires elles-mêmes, accusées de reproduire certaines formes d'injustice. La justice devient alors un projet politique. Il s'agit de modifier durablement les rapports sociaux afin de prévenir la répétition des violences. Toutefois, une telle ambition soulève à son tour des difficultés.
En se concentrant sur les causes structurelles, ne risque-t-on pas de négliger les besoins immédiats des victimes? Et quelle instance pourrait être chargée de trancher efficacement les conflits? Ainsi, la justice restaurative et la justice transformatrice correspondent à deux niveaux distincts. La première demande comment réparer ce qui a été brisé, la seconde pourquoi cela a été possible et comment empêcher que cela se reproduise. Elles ne s'opposent pas nécessairement, mais elles révèlent les limites de toute conception strictement punitive de la justice. Pourtant, aucune de ces approches ne résout entièrement le problème et ne prétend pas le faire. La justice suppose en effet un désaccord. Elle intervient précisément lorsque les parties ne s'accordent ni sur les faits, ni sur leur interprétation. Or, les modèles fondés sur le dialogue ou la transformation présupposent souvent un accord minimal qui fait défaut dans les situations conflictuelles. Alors maintenant, les références pour la notion de justice. Alors, il y a énormément de choses, et évidemment, bon, je ne saurais trop vous conseiller de taper dans ce qui vous intéresse dans la République de Platon, mais bon, comme le texte fait 600 pages, ça ne vous serait pas très utile, il faut des choses plus précises. Moi, je vous dirais, pour bien comprendre ce passage entre vengeance, loi du talion et justice, et voilà la différence entre les deux, il y a un paragraphe dans les principes de la philosophie du droit de Hegel, le paragraphe 101, il me semble, qui est particulièrement intéressant à cet égard et relativement clair. Relativement clair. Il faudra un peu travailler dessus, mais je le fais souvent avec les élèves et ça marche assez bien. Ensuite, sur cette idée qu'il faut un tiers, il y a un paragraphe dans la métaphysique des mœurs de Kant. Attention, la métaphysique des mœurs de Kant, ce ne sont pas les fondements de la métaphysique des mœurs. C'est un autre texte beaucoup plus gros. Donc dans la métaphysique des mœurs, doctrine du droit, vous avez un paragraphe, le paragraphe 49, que vous pouvez lire et qui est assez intéressant à cet égard, notamment aussi pour relier la notion de justice avec celle de religion. Bon, ça, je vous laisserai découvrir, vous ferez ce que vous pouvez là-dessus. Bon, ensuite, beaucoup d'autres choses, mais si vous êtes intéressé par la notion de justice restaurative, vous pouvez essayer de taper dans un texte assez récent d'Antoine Garapon, qui porte spécifiquement là-dessus. C'est pas un philosophe, mais justement, ce sera peut-être un petit peu plus concret que ce qu'on trouve d'habitude parmi les philosophes. Enfin, si vous êtes un peu intéressé par des trucs peut-être moins philosophiques, mais plus militants, faciles à lire, pour ces notions de justice restaurative, justice transformatrice, etc. Vous pouvez vous intéresser aux travaux que fait Elsa Deck-Marceau en ce moment, notamment Faire justice. Alors il a un sous-titre, mais le sous-titre est très long, j'arrive pas à me rappeler, bon, comme tout le monde je crois, mais c'est vraiment très bien. Moins mobilisable philosophiquement, mais beaucoup plus intéressant, je dirais, si vraiment vous avez des notions concrètes. Enfin, petit nota bene, vous avez vu que sur ma notion de justice, je me suis beaucoup intéressé à la notion de punition et ainsi de suite, et quel intérêt il y a à punir, est-ce qu'on pourrait faire autrement, etc. Mais ce n'est pas la seule manière de traiter le truc. L'une des grandes questions qu'on pourrait aussi se poser, c'est quelles sont les institutions qui peuvent permettre d'instaurer une forme de justice sociale, de lutter contre les inégalités ou que sais-je. Alors là, quelle référence ? Il y a un livre qui est fondamental là-dedans, c'est le livre de John Rawls, Théorie de la justice. Il est tombé au bac l'année dernière, je rappelle quand même. Mais ça me paraît très difficilement lisible pour des élèves de terminale. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de regarder sur Wikipédia ou des trucs comme ça, ou de demander tout simplement à l'intelligence artificielle de vous faire des résumés un petit peu précis. Mais vous aurez énormément de choses à en tirer et c'est absolument fondamental. John Rawls, Théorie de la justice.